Faites-moi lire. Aujourd'hui, je reçois Romain Huette pour son ouvrage « La guerre en tête sur le front de la Syrie à l'Ukraine ». Vous connaissez peut-être le film Le soldat Ryan de Steven Spielberg, dont la scène d'ouverture de 20 minutes est restée mémorable car filmée à hauteur d'homme avec des plans tournés tout près du sol. Romain Huette propose avec La guerre en tête une enquête de terrain menée sur des théâtres d'opération en Syrie et en Ukraine, nourrie d'une intime proximité psychologique et sociologique avec des combattants et combattantes. Un passionnant récit qui croise la grande tradition du reportage de guerre avec ses éléments de réflexion sur l'homme jeté dans une histoire chaotique et des descriptions d'ordre psychologique, psychosociologique. Romain Huette s'emploie, comme il l'affirme, à documenter la guerre, ce qui fait de cet ouvrage un objet assez surprenant et qui demande à être identifié, ce que nous allons faire de suite en compagnie de son auteur. Bonjour Romain Huette. Bonjour. Quelle est l'origine de votre projet? C'est-à-dire comment un universitaire a décidé de prendre sa musette et de partir en 2012 à Azaz en Syrie? Alors l'origine est un peu chaotique, en tout cas non prévue. Souvent, en fait, quand on fait de la recherche, on a tendance à expliquer qu'on a tout réfléchi, que c'était absolument rationnel, qu'il y a un espèce de grand plan qu'on va réaliser. Or, en réalité, moi, je m'étais simplement approché de la Syrie. Enfin, j'étais en Turquie, dans la ville de Kilis, à la frontière turco-syrienne, parce qu'à l'époque, au moment des révolutions arabes, j'étais assez convaincu qu'il se passait un basculement majeur au niveau géopolitique. Et donc, moi, je voulais simplement avoir un point de vue un peu plus proche de ces révolutions. Et en fait, je voulais monter une cellule d'écoute psychologique sur les traumatismes de guerre dans un camp de réfugiés. Et j'avais vraiment aucune idée d'aller en Syrie. Enfin, d'ailleurs, ça m'inquiétait beaucoup trop, quoi. Et puis, en réalité, pour des raisons un peu obscures, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Voilà, c'est ça. Et donc, je me retrouve dehors, un peu tout penaud. Et là, effet d'aubaine. Effet d'aubaine, je tombe sur quelques personnes. Comme ça, ils contrastaient un petit peu avec les gens qui étaient sur place. Plus chic, ouais, c'est ça. Ouais. Ils étaient un peu, ils étaient sur deux. Et en fait, c'était des gens de l'armée syrienne libre. Et donc ils me demandent ce que je fais ici, etc. Et je leur raconte. Ils me disent, si tu veux voir de la souffrance, t'as qu'à venir avec nous. Et je ne sais pas pour quelle raison, je leur fais confiance immédiatement et je monte dans la voiture. Et c'est là où on traverse. Ils venaient de libérer la ville d'Azaz, donc qui est vraiment au nord de la Syrie. Et là, je découvre leur monde. Et une fois que j'ai commencé à découvrir leur monde, je voulais le raconter. Ok, on va partir vers ce monde. Mais juste avant, je reviens en arrière parce que il y a eu une impulsion, là, il y a eu un glissement qui a fait que vous avez accepté immédiatement la proposition de ces personnes. Mais c'est quoi? C'est que naturellement, vous êtes un garçon impulsif, naturellement, vous avez un état d'esprit qui vous pousse au coup de hasard, comme ça, au coup de dé, ou vous aviez déjà la guerre en tête? Non, je pense qu'en fait, j'avais déjà travaillé sur la question de la violence. C'était quand même une de mes préoccupations. Alors, moi, c'était des violences qui étaient dirigées contre soi, parce que j'ai travaillé pendant longtemps sur la question du suicide et de la fatigue. Et puis, je m'intéressais évidemment aux mouvements sociaux, etc. Bon, après, bien sûr, moi, c'est vrai que dans la recherche, j'y mets de la passion. Ça, c'est évident. Et je ne veux pas faire une recherche, par exemple, qui ne me produit pas cette espèce, voilà, qui ne me produit pas ce réel un peu à l'intérieur de moi. Et je pense qu'en fait, oui, c'était un peu une intuition. C'est qu'en discutant avec eux, je me suis dit, bon, ce sont des acteurs de l'histoire. Ce sont des acteurs qui sont en train de faire leur histoire. Pourquoi je renoncerais? Donc il y a l'intérêt intellectuel, mais quelque chose aussi, comme disent les Américains, les guts. C'est-à-dire quelque chose, le sujet doit aussi vous prendre aux tripes et provoquer de l'émotion. Complètement, parce que sinon, je ne vois pas comment on peut rentrer à l'intérieur d'un phénomène et l'écrire correctement. Je pense qu'en fait, il faut... Enfin, c'est ce que j'essaie de défendre. J'appelle ça une espèce de sociologie charnelle. C'est-à-dire que je veux ressentir le phénomène dans mon corps pour avoir une relation intime avec le phénomène social et pour essayer de dire pas trop de bêtises, en réalité. Donc je pense qu'en fait, j'en fais pas une loi. C'est-à-dire que je considère qu'on peut travailler tout à fait autrement, bien évidemment. Mais je pense que cette complicité avec le réel, moi je la cherche évidemment dans mes recherches et j'ai toujours fait des recherches ethnographiques, c'est-à-dire que je me suis embarqué dans des mondes. C'est pas facile parce que parfois on peut s'effondrer, parfois on peut manquer de distance. Mais prenez pas en Syrie,
on va dire, sont Un très certain, naïfs. Hein, ouais. Et puis ils sont très naïfs. Ouais, Je suis tout à fait, complètement ouais. fasciné par ce que je suis en train de voir. Donc le recul critique, il met vraiment du temps à se réaliser, quoi. Mais oui, je pense qu'en fait, la complicité avec le phénomène, c'est quelque chose de très important, si on veut le décrire assez justement, quoi. On reviendra un peu plus tard sur ce caractère d'observateur engagé au sein même de son sujet d'observation. Donc, vous parlez de vos premiers moments en Syrie. En effet, c'est assez curieux parce que on a l'impression que vous voyagez un peu, vous décrivez des phénomènes, vous regardez les gens, vous laissez porter par un regard assez naïf. Hein. Ah oui, c'est un rapport de pure innocence, parce que sur la guerre, j'en avais absolument aucune idée en particulier. Je ne m'étais pas précisément documenté avant. Je m'étais documenté sur les mouvements sociaux, sur la Syrie, etc., mais pas du tout sur le contexte de guerre. Et donc, du coup, c'est ce que j'essaie de raconter dans ce livre, c'est-à-dire laisser place à la naïveté du premier regard, à cette espèce d'innocence où je m'étais fait plein de fantasmes sur ce que pouvait être la guerre. Et en réalité, plus on avance dans le livre, plus ces fantasmes s'effondrent et on rentre un peu dans la dureté du réel, entre guillemets, c'est-à-dire, en tout cas, dans le caractère très ambigu du réel de la guerre. Un point important, dans cette situation anormale de rassemblement collectif dans le cadre de la guerre, chaque individu subit des pressions fortes et nouvelles sur sa vie psychique. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous documentez aussi. Ah oui, et en fait, j'aime bien le présenter de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est que la guerre? C'est l'effondrement du monde. C'est l'effondrement du monde, il est matériel, il est physique, hein, évidemment. Ce sont des bombardements, des destructions, etc. Et ça, en fait, ça a des conséquences psychiques qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que vous êtes dans un espèce de grand chaos permanent et dont la menace, en fait, d'une destruction à venir est permanente. C'est-à-dire que je me souviens, je crois l'avoir écrit dans le livre, mais c'était un épisode qui m'avait vraiment marqué en 2014 où on allait tous les matins chercher du lait dans une ferme. Et c'était un moment un peu sympathique. Avec un combattant avec qui vous parlez plus. Oui. Continuez, c'est très beau passage. Oui, et puis c'était sympa parce qu'en fait les routes étaient complètement cabossées, donc en fait en gros le jeu c'était de pas en foutre partout dans la voiture, etc. Et puis c'était le moment où on allait voir les bêtes. Enfin, il y avait un truc, une suspension de la guerre en fait momentanée. En fait un jour on arrive à les raser, quoi. C'est-à-dire qu'un matin on arrive la ferme a été détruite. La ferme a été détruite dans la nuit. Et quand j'ai regardé les yeux de ce combattant, le vide, la tristesse en fait, il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas parlé d'ailleurs, mais ses yeux étaient complètement perdus. C'était un monde qu'il était en train de perdre, c'était son petit monde qui justement le reposait, suspendait un petit peu le monde de la guerre. Et ça en fait, quand c'est permanent, quand c'est quasi quotidien, évidemment ça a des répercussions sur la vie psychique. Plus évidemment la perte des vies humaines, etc. J'ai l'impression que c'est toujours le même schéma, le schéma périlleux, c'est commencer par l'enthousiasme des révolutions, l'enthousiasme d'un retour du collectif où on partage les mêmes valeurs, la même flamme, etc. Et puis les progressifs des illusions. C'est ce qui s'est passé en Syrie comme en Ukraine. Exactement. Et ça, c'est quelque chose moi, qui m'a beaucoup fasciné. C'est-à-dire que beaucoup de gens, au début de la guerre, sont effectivement très, très enthousiastes. Plein de personnes qui m'ont dit, mais je préfère la vie dans la guerre. C'est dur à dire. Enfin, quand ils le disent tout de suite, hein, ils mettent des précautions. Enfin bon, on aimerait bien que ce soit la paix, quoi. Mais c'est parce que tout simplement, il y a quelque chose de l'ordre de plein d'ouverture en fait dans le monde de la guerre. J'étais personne. D'un coup, je deviens un sujet d'histoire. J'avais un travail globalement un peu insignifiant, en tout cas socialement pas vraiment tout à fait reconnu, à tort probablement, mais pas tout à fait reconnu. Là, soudainement, on me reconnaît des qualités, des compétences, des puissances. C'est-à-dire que je vais faire des choses en fait, qui vont avoir un intérêt évident, enfin même existentiel et politique. Et ça, c'est et plus les solidarités entre les uns et les autres. Ça, on me l'a tellement raconté d'histoires où les gens fuient la ville Kharkiv en Ukraine, ils donnent les clés de leur voiture en disant vous passez de notre voiture, nous on va à l'étranger, etc. Donc grande générosité collective et donc là, soudainement en fait les gens sont en train de redécouvrir qu'ils peuvent avoir des liens de solidarité qu'ils n'ont pas en fait dans les temps de paix, quoi. Et c'est ça moi que j'essaye de dire, c'est qu'en miroir cet attrait pour la guerre, qu'est-ce que ça dit de notre difficulté à vivre en paix, où nous voilà, peut-être que justement ces solidarités on les vit pas vraiment dans le quotidien, où elles sont un peu exceptionnelles, quoi. Alors que dans le moment de la guerre, elles sont un peu obligées. Et puis, bien sûr, ce que j'essaie de montrer, c'est que ça ne dure pas tout le temps. C'est qu'à un moment donné, ça s'effondre. À un moment donné, j'essaie de parler, moi, de la crispation, alors qu'elle a été très, très nette en Syrie, puisque, évidemment, quand le motif révolutionnaire a été reculé, c'est le motif du djihad qui est intervenu, donc motif islamique, qui était évidemment signe
une crispation extrêmement forte. En Ukraine, on peut l'avoir aussi, c'est-à-dire en fait un regard qui va se rigidifier devant leur ennemi russe, par exemple, qu'on va commencer à déshumaniser. Ça, c'est déjà des formes de crispation très fortes. Le recours au bestiaire, l'insecte, la saleté, chien et compagnie. Tout à fait. On a dans les toutes les surnoms, guerres, les surnoms que les Ukrainiens, par exemple, donnent aux Russes, c'est les orques, les pédophiles, etc. Donc c'est une façon, évidemment, voilà, de rendre possible le fait de tuer sans que moralement... Alors, vous nous parliez finalement de l'intensification des forces, du ressenti des forces existentielles pour l'individu et un raffermissement des liens collectifs. Vous nous avez fait le plaisir de nous apporter des photos que vous avez saisies en Syrie et en Ukraine. Notre réalisateur Dominique va les passer à l'écran. Par laquelle voulez-vous commencer ? Bah, écoutez, celle-là, c'est peut-être... c'est celle qui est devant moi. Alors, pouvez-vous la décrire ? Oui, alors lui c'est Abou Mohamed, donc je lui ai consacré d'ailleurs un chapitre. En fait, moi je l'aime beaucoup lui parce que on est en 2014, donc du côté de Hama, on est dans le front islamique, donc une brigade islamiste modérée entre guillemets, et lui en fait c'est un peu l'anti-héros, quoi. C'est le personnage qui n'a rien à faire dans la guerre. C'est un ancien vendeur de téléphone, un gamin un peu timide, il est un peu chétif, quoi. Et moi, je me souviens, à chaque fois qu'on marchait dans les rues et qu'on entendait une explosion, il sursautait, il se rongeait les ongles. Il était l'anti-héros par excellence, l'anti-guerrier par excellence. Donc, il cassait l'image viriliste un peu qu'on peut se faire de la guerre. Et moi, j'avais beaucoup d'attachement pour lui. C'était la personne un peu avec laquelle j'étais le plus proche. Et là, ici, c'est assez terrible parce qu'on est à l'hôpital. En fait, en dessous, c'est un hôpital et il y a deux MiG, deux avions qui sont en train d'arriver sur zone et qui vont en fait bombarder juste à côté de l'hôpital. Donc ça, c'est le début d'une scène où on regarde dans le ciel. C'est la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder dans le ciel, voir où va l'avion, où est-ce qu'il va piquer, où est-ce qu'il va tomber, où est-ce qu'il va lâcher son baril. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on court et on se cache. L'attente intense de savoir où est le point d'impact. Et c'était la symétrie de la guerre, parce que là, il avait fait le malin, en fait, un peu plus tard, où il va mitrailler dans le ciel l'avion, quoi. Évidemment, c'est un geste un peu... Oui, c'est un geste vain. Oui, en plus, son arme sans rail. Enfin, le truc est un peu... Et donc, dans cet hôpital-là, il y avait un médecin qui est mort depuis quelques semaines plus tard. C'était le seul qui était resté. Dans cette ville complètement, voilà, là on est à Kafar, réduit à néant. Réduit à néant. Et voilà, ça m'avait touché de voir cet hôpital et d'assister aussi en fait à la vérité de la guerre, c'est que les hôpitaux peuvent être touchés, les hôpitaux sont bombardés assez régulièrement. C'était le cas en Syrie de façon. L'humain est bombardé. Ah, celle-là, elle est Celle-là. J'aime bien cette photo parce que c'était un moment qui n'était pas très sympathique parce que en réalité la brigade Al-Nosra, donc Al-Qaïda, voulait nous arrêter avec mon camarade Laurent Lermite, qui est un réalisateur de films, et donc on a été cachés dans cet endroit on s'ennuyait fermement pendant que en haut la brigade essayait de négocier notre départ de Syrie et sans que Al-Nosra en fait nous arrête, quoi. Bref, donc c'était un peu tendu, on va dire, quoi. On ne savait pas trop ce qu'il y avait. Je rappelle qu'en 2014, il y a beaucoup d'enlèvements, c'est un peu difficile, quoi. Notre sécurité est vraiment très compromise. Et en fait, dans ces moments-là, on tue le temps. Qu'est-ce qu'on fait en fait dans la guerre? Et moi, ce que j'aime décrire dans ce livre, c'est qu'on s'ennuie beaucoup. On s'ennuie énormément. Et donc, quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on joue avec son téléphone. J'ai même joué à FIFA en Syrie, quoi. FIFA dans le noir, absurde, quoi. Alors, surtout les Ukrainiens. Hein. Vous dites que c'est surtout les Ukrainiens, ils passent leur temps à jouer. Hein. Ah ouais. Les Syriens, oui, ils avaient moins d'électricité, c'était plus compliqué. Mais les Ukrainiens, oui, bien sûr, évidemment. Et là aussi, on chantait. Et là, c'est un chant, et ce monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, il se met à chanter. Après, on a passé notre soirée à chanter des chants syriens, ce qui, là aussi, était assez reposant dans la guerre. Une dernière. Ça, c'est en Ukraine. Plus joyeuse. Oui, plus joyeuse. Et
Voilà, c'est des personnes que j'aime beaucoup. C'était centre de volontaires. Ce sont des jeunes. Hein, ils ont quoi? Ils ont 20 à 25 ans. Et en fait, c'était le centre de volontaires dans lequel j'étais. C'était un ancien bar. Et donc, on avait en fait un grand endroit pour danser, pour chanter, etc. Et donc, le couvre-feu, il commençait très tôt, je crois. Cette période-là, c'était à 21 h, quelque chose comme ça. Et donc, vous devez attendre le lendemain matin pour sortir, quoi. Et donc, là aussi, on tue le temps. Qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on faisait la fête et j'étais particulièrement fêtard. Et la guerre, c'est aussi l'excès, quoi. Ouais. L'excès, en fait, même dans la dépense. Là, ici, la dépense en alcool, probablement aussi en sexe, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de très... C'est l'excès de toute ouais, chose. c'est l'excès de tout, quoi. C'est ça. Ouais, C'est l'excès de l'absurde, mais c'est aussi le plaisir et des formes de réjouissance nouvelles. Oui, exactement. En fait, c'est un régime de dépense, la guerre. Ça a été déjà dit par des sociologues importants comme Roger Caillois, qui dit en fait, c'est un moment de dépense d'énergie. La guerre, c'est un moment collectif où, en fait, à la fois de très grand gaspillage, hein, vous imaginez toutes les munitions, toutes les armes, et quand il y a la nourriture, c'est toujours en excès, quand il y en a. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose c'est vraiment un présent intensifié permanent, quoi. Oui, c'est ça. Et jusque dans l'ennui, hein, d'ailleurs, où tout est intensifié. Moi, il y a une chose que c'est dans les derniers voyages où je m'en suis aperçu, par exemple les relations d'amour dans la guerre. C'est passionnant. Et en fait, là aussi, elles sont intensifiées, complètement magnifiées, hein, complètement fantasmées. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un surinvestissement parfois de l'unique, l'unique, ouais, l'essentiel, tout à fait. le temps unique, quoi. Ouais, et c'est fascinant, ça, en fait, de voir aussi comment. Et vous aimez ça, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien. Mais je veux dire, vous, indépendamment de la guerre et de ses travaux, j'ai senti, Romain Huette, que vous aviez besoin de cela. Moi, j'aime les existences qui vont au bout de leurs idées, quoi. Ça c'est vrai. J'ai besoin de m'approcher de personnes qui n'ont pas forcément des existences intenses, mais peut-être en tout cas ont, essayent d'accomplir l'idée qu'ils se font en fait de la vie, du monde, etc. Et c'est vrai que dans les mouvements sociaux ou dans la guerre, ces jeunes filles là, qu'on est en train de voir, c'est une tatoueuse. Elle, je la connais moins, celle qui est dans les bras de son amie. Ce sont à la fois des très très jeunes, mais qui en fait tous les jours allaient ramener des vivres alimentaires dans des endroits complètement bombardés. En prenant des risques dingues. Ouais. En prenant des risques complètement dingues. Et il était hors de question d'arrêter, quoi. Ce sont des gens qui ont arrêté leur existence, et même quand la guerre s'est un peu éloignée, ils ont continué à être... Pour beaucoup d'entre eux, ils ont continué à être impliqués. Ils ont enterré beaucoup de leurs amis. On a parlé de Vitali tout à l'heure, qui était un des conducteurs. Ils l'ont enterré. Enfin, tout ça à 20 ans, ça fait beaucoup. Durant ces premiers séjours, écrivez-vous, je ne réfléchis pas la guerre, je la documente. C'est seulement plusieurs mois après que je construis un questionnement de recherche précis. Je recherchais à savoir comment un individu ordinaire accepte de tuer et de mourir pour des questions politiques. En même temps, page 392, vous dites « Il me voit comme un journaliste ». J'aimerais qu'on vienne sur ce point-là, c'est-à-dire, vous êtes un baroudeur, vous aimez l'intensification du présent, donc des expériences fortes. Vous m'avez fait penser à quelqu'un. Vous m'avez fait penser à un très beau documentaire qu'il y a eu en Syrie, mais ça remonte à très très longtemps. Un documentaire de Joseph Kessel, qui était son grand reportage de guerre en 1926, qui était sur la crise en Syrie, quand la Syrie avait été confiée par la SDN à la France. Eh bien, j'ai pensé à Joseph Kessel. Et j'en viens à ma question, vous allez la comprendre. Quand je disais en introduction, qu'est-ce que c'est que cet objet en parlant de votre livre, j'aimerais savoir en quoi vous pensez que vous êtes plus dans une recherche universitaire qu'un reportage de guerre de très bonne qualité. Alors, ouais, c'est une vraie question. Alors, bon, moi, j'aime pas trop me présenter, en tout cas comme baroudeur. Je suis pas un baroudeur. Non, mais en tout cas, vous avez un esprit. On sent que vous allez à l'impulsion, quoi. Vous partez, vous faites. En fait, je prends très au Vous sérieux. n'êtes pas pusillanime, hein. Je prends très au sérieux le monde dans lequel on est en train de vivre. Et je m'en inquiète. Alors, documenter ou réfléchir la guerre, en tout cas, on peut évidemment faire les deux. Pour moi, c'est un vrai travail universitaire. Pourquoi? Parce que déjà, je vais toujours dans la même brigade, contrairement aux journalistes. Les journalistes, eux, souvent, ils vont dans plusieurs endroits. Oui, acceptable, mais ouais. Oui, mais c'est-à-dire que moi, je passe vraiment énormément de temps
au même endroit avec les mêmes personnes. Les journalistes, je Ok, respecte ok, complètement. ok. Je respecte complètement leur travail, hein, mais ils travaillent avec des fixeurs. Ils ont tout un peu un tour, un peu qu'on leur fait faire, quoi. Moi, je pars tout de suite. Hein, je ne reste pas dans le sillage des journalistes. Je pas de fixeur en tant que tel. C'est aussi une autre méthode de travail. C'est peut-être une autre forme de journalisme. En tout cas, Oui. ce que vous dites ne démontre pas le caractère universitaire de votre ouvrage. Parce que d'un point de vue strictement universitaire, à la rigueur, ce qu'on pourrait peut-être pas vous reprocher, mais en tout cas interroger, c'est la question d'une méthodologie d'enquête. Ouais. Alors, j'allais venir à ça. Qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose de l'ordre de la recherche, même si c'est effectivement proche du reportage journalistique. Eh bien, c'est déjà effectivement des questions de méthode. Et donc, moi, j'ai des méthodes d'enquête en fait très claires que je réfléchis, des entretiens, des centaines et des centaines d'entretiens là en réalité. Hein. C'est des méthodes d'observation. Je n'observe pas n'importe comment. Je réfléchis cette observation. Je passe mes journées en réalité en fait à me documenter, à lire en fait à ce propos-là, à le réfléchir. Donc la deuxième dimension, il y a le protocole d'enquête et il y a le concept aussi, c'est-à-dire comment je travaille un certain nombre de concepts qui nous permettraient un peu de déchiffrer le vécu de la guerre. Donc systématiquement, si vous voyez, il y a 2-3 questions en fait qui sont posées dans le livre et c'est ces 3 questions que je vais essayer de réfléchir sur 400 pages. Ça fait quelque chose, ça fait une démarche en fait qui n'est pas exactement celle du journaliste, mais qui dialogue parfaitement. Voilà. Enfin, je veux dire, Mais qui aussi enrichit le monde universitaire. D'ailleurs, il y a une sociologie de l'intime, il y a une psychologie du collectif en guerre, mais j'ai trouvé aussi qu'il y a une sorte d'énergie graphique. C'est-à-dire que vous êtes un énergéticien. C'est-à-dire des modifications énergétiques des psychologies en situation de guerre. Vous captez comment il y a des modifications dans l'énergie de joie, de tristesse, quelque chose d'assez spinozien, j'ai trouvé, dans votre démarche. Mais en fait, j'ai une attention assez évidente sur ce que j'appelle le sensible, en fait, sur quelque chose de l'ordre de l'humeur, quelque chose de l'ordre... Du charnel. Oui, c'est ça, qui est quand même vague. Des humeurs, en effet. C'est ça, qui est très difficile, en fait, à observer avec objectivité. Alors là, sur le coup, oui, il y a un peu une forme d'interprétation, mais il me semble que la question de l'atmosphère dans laquelle on est en train de vivre, même ici en temps de paix, je trouve que c'est très très important. Quelle est l'humeur générale? Quelle est l'atmosphère morale un petit peu générale? En ce moment, par exemple, comment on qualifierait cette atmosphère morale et en quoi en fait cette atmosphère est propice à peut-être de la violence, est propice à des furies sectaires, et propice à des idéologies très fermées, etc. Alors précisément, le projet Face à la guerre, dialogue européen, qui a été initié par l'Institut français, se retrouve au Champ Libre du 27 novembre au 1er décembre 2024. Ma question, pour finir, c'est précisément dans ce cadre, quand on écoute le bruit du monde, il est martial. On ressent grandir une atmosphère anxieuse, angoissée, anxiogène. Quel regard portez-vous notamment sur le conflit russo-ukrainien après l'expérience que vous avez accumulée? Oui, non, voilà, je suis très inquiet en fait sur ce qui est en train d'arriver. Alors en plus avec les élections américaines, a priori le soutien à l'Ukraine se fera encore plus faible. Bon, la Russie est clairement en train de gagner la guerre. Quoi. Enfin, soyons le clairs. niveau de corruption en Ukraine, ce dont on ne parle jamais, est un énorme problème. Parce que... Oui, non, c'est sûr, oui, mais même en interne, il commence déjà. C'est quand même un sujet qui est assez important. Et donc la question maintenant qui va se poser, c'est comment les Ukrainiens vont pouvoir se remettre de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu aussi l'après-guerre, quoi. C'est-à-dire que c'est qu'il ne suffit pas de reconstruire, en fait. Ce sont toutes des vies brisées qu'il va falloir aussi accompagner dans le retour, ce qu'on pourrait appeler une espèce de vie normale qui ne sera jamais complètement normale. Et évidemment, on sait en plus qu'a priori, les menaces de conflit sont évidentes. Tout le monde est en train de se réarmer, tout le monde est en train un peu d'anticiper des situations précisément sur cet aspect dont personne ne parle, que j'appellerais le choc post-traumatique. Qu'est-ce que peut devenir l'Europe si on a aux franges orientales des types majoritairement, et des femmes, quand je dis types, marqués par des souffrances psychologiques, alors qu'au sein même de l'Europe, en France avec le terrorisme, et pas qu'en France, on commence à avoir, avec la climato-anxiété, on commence à avoir des générations de personnes qui souffrent de problèmes psychologiques. Où va-t-on?
c'est une source évidente d'inquiétude et c'est la raison pour laquelle, je pense, ce dont nos sociétés ont un peu besoin, en ce moment, c'est de se réfléchir, clairement. On ne le fait pas. Je trouve que notre société ne se réfléchit pas et c'est la raison pour laquelle on se retrouve à des alternatives politiques problématiques, on se retrouve à des formes de raidissement très évidents, on se retrouve avec la montée du complotisme, on se retrouve avec des gens qui peuvent se réjouir de voir la Russie gagner. Qu'on puisse faire des critiques sur l'Occident, il n'y a aucun problème, évidemment, quoi. Mais enfin, en train de devenir une forme de vie à l'intérieur de la Russie de Poutine et une forme de vie européenne telle qu'on l'a maintenant, franchement, j'ai déjà pris. Je préfère pas le cacher. Voilà. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à travailler, me semble-t-il, et c'est le rôle de tout le monde, hein, c'est cette capacité à réfléchir à ce qui nous arrive, ça c'est très fondamental. Et deuxièmement aussi, c'est de nourrir un peu nos imaginaires, quoi. Un peu ces mondes désirables. C'est qu'on a de l'éco-anxiété d'un côté, je suis d'accord avec vous, et de l'autre, en fait, on a toute une série de réflexions en ce moment sur peut-être comment on peut essayer d'arriver à avoir un autre rapport avec notre milieu naturel qu'un rapport de domestication, d'exploitation, d'extraction, etc. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'essayer d'ouvrir aussi des choses. Donc je pense qu'il faut sortir de la déploration, parce que sinon, évidemment, en fait, de catastrophe en catastrophe, elle est déjà là, la catastrophe. Elle est déjà là, donc maintenant, il faut affronter très directement le réel. C'est par la pensée et par les imaginaires. Et j'espère beaucoup d'ailleurs aux artistes, tous ceux qui peuvent aussi nourrir nos rêves collectifs. Quels sont nos rêves collectifs aujourd'hui ? Que les humains vous entendent, cher Romain Huette, je vous conseille fortement la lecture de cet ouvrage qui vous fera réfléchir et mieux comprendre peut-être les enjeux que nous vivons intimement à la frontière orientale de l'Europe. À la semaine prochaine.